Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet particulier, comment intégrer la fonction publique territoriale. Alors déjà, je me présente, je suis Cindy Laborie, je suis responsable des affaires juridiques à la Fédération nationale des centres de gestion. La FNCDG, c'est une association qui est chargée de représenter les centres de gestion au niveau national, de coordonner et de valoriser leur action. Ces établissements publics, les centres de gestion, ont pour mission principale d'accompagner les collectivités locales dans tous les aspects de leur politique de gestion des ressources humaines, donc du recrutement, notamment avec l'organisation des concours qu'on va largement évoquer aujourd'hui, jusqu'à la retraite des agents. Alors en France, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un actif sur 5 qui a fait le choix de travailler dans la fonction publique. Il existe en France 3 fonctions publiques, la fonction publique de l'État, la fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale. En tout, elle regroupe environ 5,5 millions d'agents publics. Choisir un emploi dans les collectivités locales, c'est venir à la rencontre d'employeurs dynamiques qui sont toujours en recherche d'adaptation aux besoins de la population. Les enjeux pour les collectivités territoriales sont importants dans le cadre de ce mandat et ils sont de plusieurs ordres. Ils vont être territoriaux, démographiques, également de mise en œuvre d'une loi de transformation de la fonction publique. Ils vont être économiques, ils vont être écologiques, ils vont être également en matière de nouvelles technologies. Donc, au travers de cette faculté d'adaptation, vous verrez, dans le cadre de cette conférence, nous pourrons voir qu'il y a des débouchés, quel que soit votre niveau d'études. Au total, donc l'État reste le premier employeur du secteur public, puisqu'il emploie 2,4 millions d'agents. Et la fonction publique territoriale, aujourd'hui, représente 34% des agents publics avec 1,9 million d'agents. Donc, la fonction publique de l'État, schématiquement, ce sont les agents qui travaillent dans les différents ministères. La fonction publique hospitalière, ce sont les personnels des établissements de santé ou des établissements sociaux et médico-sociaux. Et la fonction publique territoriale, ce sont les personnels employés par les collectivités territoriales, donc qui sont l'ordre de 3, les communes, les départements, les régions, mais également par les établissements publics de coopération intercommunale, donc les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les communautés urbaines, les métropoles, les syndicats de communes, et également d'autres établissements publics comme les services départementaux d'incendie et de secours, comme les centres communaux d'action sociale, le CNFPT, le Centre national de la fonction publique territoriale, ou encore les centres de gestion que j'évoquais tout à l'heure. Nous avons 75% des agents territoriaux qui travaillent soit dans une commune, un département, une région, et 13% qui travaillent aujourd'hui dans un établissement intercommunal. L'emploi territorial est quelque chose de très disséminé. Il y a 44 000 employeurs environ, donc de la commune rurale de la Lozère, de quelques centaines d'habitants au Conseil régional d'Île-de-France. Et ces collectivités choisissent librement leurs collaborateurs, puisqu'il y a un principe de libre administration des collectivités territoriales. Mais à ce principe constitutionnel s'ajoute un autre principe avec lequel les collectivités doivent concilier, qui est celui du respect du principe d'égal accès aux emplois publics. On y reviendra longuement tout à l'heure. Donc, choisir de travailler dans une collectivité locale, c'est délivrer un service de proximité à l'usager, qu'il s'agisse donc des parents d'enfants dans les crèches, dans les écoles élémentaires ou maternelles. Ça va être également les usagers, ça va être les personnes âgées, les passants, les agents, les personnes qui vont venir dans un service d'état civil. Cette proximité avec les usagers, elle s'exerce sous l'œil attentif des élus locaux. C'est l'une des autres particularités de la fonction publique territoriale. Les élus locaux, ils sont garants de la qualité du service public local et de la solidarité auprès des citoyens qui les ont élus. Donc devenir fonctionnaire ou agent public, c'est participer à des missions d'intérêt général et assurer des fonctions très variées auxquelles chacun a recours quotidiennement. Dans la vie de tous les jours, vous allez avoir recours au service des collectivités territoriales, que ce soit au moment de la naissance avec les services état civil, l'éducation, puisque les écoles maternelles et élémentaires relèvent du champ des communes,
la formation, également les transports en commun, les loisirs, l'animation, la culture, les sports, l'urbanisme, l'habitat, la gestion de l'eau, l'environnement, le développement durable, la sécurité, la santé. Jusqu'à la fin de votre vie, vous allez être amené à travailler en lien, évoluer en lien avec le secteur public local. Donc, plus que dans les autres fonctions publiques, le travail dans une collectivité locale va reposer sur 3 piliers. La relation avec les usagers, la relation avec les élus et les agents qui devront travailler au service des usagers, mais également au service des élus locaux. Alors, il y a quelques qualités qui apparaissent indispensables pour travailler dans le secteur public. Le sens de l'intérêt général, évidemment la volonté de se mettre au service des citoyens, une certaine polyvalence. Vous verrez tout à l'heure, les missions des collectivités sont très diverses et variées. Et puis, un goût du travail en équipe et avec les élus, comme je le disais tout à l'heure. Concernant les débouchés offerts, les collectivités remplacent aujourd'hui certains départs en retraite. Ce qu'il faut savoir, c'est que 45% des agents territoriaux partiront à la retraite d'ici 2030 et qu'il est nécessaire dès aujourd'hui d'anticiper ces départs. Et les collectivités créent aussi des postes dans certains services. Il y a certains services qui sont plus pourvoyeurs d'emplois que d'autres. Ça va être notamment l'aménagement et le développement, tout ce qui est lié aux services techniques, la police municipale dans les communes. Vous trouverez l'ensemble des éléments statistiques liés à l'emploi territorial de manière générale dans un document qui s'appelle le panorama de l'emploi territorial, qui est en lien sur le site internet fncdg.com. Alors, les métiers de la fonction publique territoriale, donc ils sont regroupés dans 8 filières qui sont également après, elles, subdivisées en cadres d'emploi. Les cadres d'emploi, c'est l'équivalent des corps à la fonction publique de l'État. Alors, ces 8 filières sont la filière administrative, la filière technique, la filière sanitaire et sociale et médicale, la filière animation, la filière culturelle, la filière sportive, la filière sécurité et également les sapeurs-pompiers, puisque à l'exception des pompiers de Paris, les sapeurs-pompiers relèvent de la fonction publique territoriale. Les emplois de la fonction publique, donc, ça va varier, comme je vous le disais, parce que les domaines d'action des collectivités sont également très diversifiés. Il va y avoir donc des services régaliens comme l'état civil, le recensement, des services directs à la population comme la petite enfance, la gestion des écoles, et puis des services, je dirais plutôt d'expertise, comme le développement, l'animation du territoire. La fonction publique territoriale est composée à quasiment la moitié de ses effectifs par des agents qui travaillent dans les services techniques et pour un quart de ses effectifs des agents qui travaillent dans la filière administrative. Le gros tiers restant étant composé principalement d'agents qui travaillent dans le secteur de l'animation, donc pour tout ce qui est notamment gestion des services périscolaires, et dans la fonction, dans les métiers de la filière médico-sociale, sanitaire et sociale, ça va être les gens qui travaillent notamment dans les écoles, les ATSEM, dans les crèches, les auxiliaires de puériculture, dans les EHPAD, les auxiliaires de soins, les infirmiers, les médecins. Donc vous voyez une pluralité de métiers, 250 qui ont été recensés dans la fonction publique territoriale et certains métiers qui évoluent, certains qui émergent. Ça peut être des métiers comme l'urbaniste, coordinateur de crèche, conservateur de musée, assistant de communication, animateur du patrimoine, chargé de mission transport, et puis des nouveaux métiers qu'on a vus émerger ces dernières années, instructeurs du droit des sols, ce sont des personnes qui vont analyser les demandes de permis de construire par exemple, délégués à la protection des données, puisque depuis 2016, l'ensemble des collectivités, mais également le secteur privé, est soumis aux règles du RGPD. Donc il faut qu'il y ait des personnes de profil juridique, informatique qui travaillent sur la protection des données en collectivité. Il y a aussi un métier d'ergonome qui a pris ses fonctions, qui s'est développé ces dernières années, acheteur public. Enfin, vous avez 250 métiers à disposition des candidats à l'emploi public, quel que soit leur niveau de formation. Alors, la qualité de l'agent public va se définir au travers de 5 caractéristiques: son métier, son grade, son cadre d'emploi, sa filière, sa catégorie. Le métier, ça va être par exemple responsable de crèche. Le responsable de crèche, il a un cadre d'emploi qui va être celui d'attaché territorial. Attaché territorial, il va avoir un grade.
Ça va être celui d'attaché principal. Et puis, il va dépendre d'une filière. Donc, quand on est responsable de crèche, on dépend de la filière administrative. Et puis, il va dépendre aussi d'une catégorie. Donc, dans la fonction publique territoriale, il y a 3 catégories. La catégorie A, qui s'adresse aux personnes à partir de Bac+3. Donc, ce sont les fonctions de direction, de conception, d'expertise, d'encadrement. Il y a ensuite la catégorie B, donc à partir du niveau Bac ou Bac+2, donc les fonctions d'application de la rédaction, d'encadrement intermédiaire. Et puis la catégorie C, alors la catégorie C, c'est 3/4 des effectifs de la fonction publique territoriale, sont des fonctions d'exécution à partir d'un niveau BEP, CAP, brevet des collèges. Donc je vous parlais tout à l'heure du responsable de crèche, donc sa catégorie, c'est catégorie A, parce qu'on est sur une fonction de direction d'encadrement. Alors, sur les métiers ouverts à vous qui êtes étudiants, notamment, prenons par exemple les personnes qui sont étudiantes en droit ou qui ont fait des études de droit. Il y a beaucoup de métiers qui vont pouvoir être pourvus par des personnes qui ont un profil de juriste, notamment juriste de droit public. Pas déjà le poste de juriste territorial. Le juriste territorial, il a aujourd'hui différentes facettes, différentes missions. Le conseil juridique également, mais également le contrôleur des actes. Il va avoir un rôle de force de proposition, d'accompagnement, notamment sur certaines opérations complexes. Un métier de plus en plus répandu et surtout de plus en plus diversifié. La personne qui aura fait des études de droit, elle va pouvoir aussi exercer des fonctions de direction de collectivité locale, donc directeur général des services ou directeur adjoint. Directeur des affaires générales, donc la personne qui va superviser les services état civil, les services élections, et qui va également superviser l'organisation des conseils municipaux. La personne, elle peut être également travailler comme secrétaire de mairie. Alors, secrétaire de mairie, c'est l'équivalent du DGS, mais en plus petite collectivité. C'est un métier très polyvalent, puisque c'est en général le seul interlocuteur du maire dans les petites collectivités. Et c'est un métier qui va travailler tant sur l'urbanisme que sur les marchés publics, que sur la gestion des ressources humaines. Avec un profil juriste, vous allez également pouvoir travailler sur des métiers plus spécialisés, notamment en matière de finance ou de marché public, responsable des achats publics, également responsable budgétaire. C'est la personne qui va travailler aux procédures budgétaires, à la gestion de la dette, qui va suivre les emprunts, qui va également travailler sur la fiscalité. Également, directeur des finances, c'est la personne qui va assurer la direction des services financiers, budgétaires et comptables. Je vous prie de m'excuser, je crois que j'ai perdu la connexion. Alors, je tente de me reconnecter, j'espère que vous m'entendez toujours. Sur le profil de droit public, vous allez avoir également des profils spécialisés en urbanisme. Ça va être par exemple quelqu'un qui va exercer la fonction de directeur de l'urbanisme et de l'aménagement, donc qui va conduire toute la politique de développement urbain et d'aménagement de la collectivité. Vous pouvez aussi être chef de projet urbanisme et aménagement et travailler sur de la planification urbaine ou de l'aménagement urbain. Et puis le métier que j'évoquais tout à l'heure, instructeur du droit des sols, c'est la personne qui va instruire les demandes d'autorisation en matière d'urbanisme, donc permis de construire notamment, au regard des règles d'occupation des sols du Code de l'urbanisme. En matière de droit public, également, les personnes qui auront suivi une filière juridique, elles pourront travailler également sur tout ce qui est lié aux ressources humaines, que ce soit DRH de collectivité ou gestionnaire ressources humaines. Et puis, quand on aura fait des études de droit, il va y avoir d'autres profils un peu plus spécialisés, notamment en droit européen. Sur certains types de collectivités, le respect des normes européennes ou la recherche de fonds, financement auprès des fonds européens va être particulièrement prégnant. Ça va être par exemple dans les conseils régionaux. Quand on aura un profil aussi juridique, on pourra travailler comme délégué à la protection des données, ce que je vous disais tout à l'heure, ou parfois il y a certaines collectivités qui travaillent sur le transfert de la gestion des ports, par exemple, et donc vous pourrez être amené à faire du droit aéroportuaire. Vous voyez, il y a tout un tas de débouchés qui s'offrent à vous, quel que soit votre profil et votre niveau d'études. Alors, dans la fonction publique territoriale, comme dans les autres fonctions publiques, le recrutement dans les collectivités locales s'effectue par concours. Avant d'être recruté, avant de vous recruter, on va vérifier que vous remplissez bien les 5 conditions indispensables pour être fonctionnaire.
La première, c'est de posséder la nationalité française ou d'être ressortissant d'un membre de l'Union européenne ou d'un État signataire de l'accord sur l'espace économique européen. Donc il faut que vous ayez cette nationalité pour être fonctionnaire. Après, si vous n'êtes pas français ou si vous n'êtes pas ressortissant d'un de ces États, vous allez avoir la possibilité d'être contractuel. Attention toutefois, le contrat s'arrêtera dès lors que vous n'aurez plus d'autorisation de séjour. Quand les cartes de séjour sont périmées, on est obligé de mettre fin au contrat d'un contractuel. Il faudra également que vous jouissiez de vos droits civiques. Il faudra avoir un casier judiciaire compatible avec les missions exercées. La collectivité ne va pas recruter dans un service périscolaire un animateur qui aurait eu des soucis judiciaires, notamment pour des faits d'attouchement ou autres. Il faut que vous soyez en position régulière par rapport au code du service national. Donc, soit que vous ayez effectué votre service national, soit que vous ayez fait votre journée de préparation. Et puis, la dernière condition, c'est une condition dite d'aptitude, même si la terminologie a changé récemment, mais en tout cas, il faut que vous puissiez avoir des conditions de santé, les conditions de santé exigées pour exercer vos fonctions. Donc, je vous le disais tout à l'heure, donc le recrutement dans les collectivités locales s'effectue par concours. Pourquoi? Parce que l'accès aux différents métiers de la fonction publique doit permettre de garantir le principe que j'évoquais tout à l'heure, le principe général d'égalité de traitement des citoyens qui est posé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La réussite à un concours ne dispensera pas le lauréat de faire candidature auprès d'un maire ou d'un président de département, de région ou d'intercommunalité dans laquelle il va souhaiter travailler. C'est la grande différence entre la fonction publique de l'État et la fonction publique territoriale. Dans la fonction publique de l'État, vous avez réussi un concours, vous allez tout de suite être affecté. Vous allez être affecté dans un poste et dans une région qui n'est pas forcément celle que vous aurez choisie. La grande différence, c'est que dans la fonction publique territoriale, vous allez avoir liberté de choix de votre métier, mais également de votre lieu de recrutement. Alors, il y a cette aussi écueil de dire je ne vais pas pouvoir être recruté parce que c'est difficile de chercher un emploi, notamment quand on sort de l'université, on n'a pas d'expérience. Je tiens à vous rassurer, il y a plus de 90% des lauréats qui trouvent un poste dans les 18 mois qui va suivre l'obtention de leur concours. Les centres de gestion, là où vous aurez passé votre concours, vont être des éléments vraiment d'appui, d'accompagnement des lauréats sur votre recherche d'emploi. Alors, la liste d'aptitudes sur laquelle vous allez être inscrite, une fois que vous allez avoir votre concours, elle va vous permettre de chercher un emploi pendant une période minimale de 2 ans que vous pourrez renouveler 2 fois 1 an. C'est-à-dire que vous allez avoir 4 ans pour trouver un poste. Donc, il y a très très peu de lauréats de concours qui ne trouvent pas de poste à l'issue de ces 4 ans. Soit ils sont très peu mobiles, soit ils ont d'autres problèmes qui de toute façon ne permettraient pas leur recrutement, quel que soit le secteur recherché. Alors, sur les concours, quelques éléments statistiques à vous donner. Il y a une trentaine de concours organisés chaque année par les centres de gestion. Il y a aujourd'hui 3 organisateurs de concours dans la fonction publique territoriale. Le Centre national de la fonction publique territoriale, le CNFPT, lui, organise des concours pour les agents dits de catégorie A+, c'est-à-dire les hauts fonctionnaires. Ces hauts fonctionnaires sont les administrateurs, les ingénieurs en chef, les conservateurs du patrimoine et des bibliothèques. C'est un concours ouvert à partir de Bac+5. Pour les autres concours, les centres de gestion restent les organisateurs de fait et de droit, à l'exception des concours de la filière médico-sociale qui peuvent être aussi organisés par des collectivités, les plus grandes collectivités. Attention, aujourd'hui, cette possibilité est très très peu mise en œuvre. Les grandes collectivités se tournant vers les centres de gestion pour organiser leurs concours, déjà pour des raisons de sécurité juridique, mais aussi de coûts financiers parce que ce sont des opérations assez lourdes à assumer. Alors, je vous disais, entre 30 et 35 concours organisés chaque année, avec un nombre de postes ouverts qui reste assez stable, se situe aux alentours de 17 000 chaque année, 17-18 000. Le nombre de candidats inscrits reste aussi stable depuis 3 ans, 3-4 ans. On est aux alentours de 140 000 personnes qui font le choix de s'inscrire à un concours chaque année de la fonction publique territoriale. Mais nous n'avons que entre 85 et 90 000 personnes qui se présentent effectivement au concours. Vous voyez un ratio quand même de 40% environ de personnes qui ne viennent pas alors qu'elles ont fait le choix de s'inscrire
à ce concours. Donc il y aura, je l'évoquerai tout à l'heure, un nouveau dispositif qui va être mis en place tout prochainement, qui permettra de lutter contre des coûts qui ont été induits pour des réservations de salles et puis des personnes qui ne se sont pas présentées. Le nombre de lauréats reste stable, il reste légèrement inférieur au nombre de postes ouverts puisqu'il tourne aux alentours de 14-15 000 personnes chaque année qui vont être lauréats de concours. Prendre un concours qui va intéresser nombre des étudiants qui seront présents aujourd'hui à cette séance, c'est le concours d'attaché territorial. Le concours d'attaché territorial, il est ouvert à partir des personnes qui ont Bac plus 3. Et il y a plusieurs épreuves, donc les épreuves dites d'admissibilité, qui sont les épreuves écrites, et les épreuves d'admission, qui sont les épreuves orales. Sur les épreuves d'admissibilité, il y en a deux. On a une épreuve de culture générale et une composition sur un sujet de culture générale et une note de synthèse. Pour les personnes qui sont déjà dans la préparation de concours, ce sont des épreuves tout à fait classiques sur tous les concours de la fonction publique, quelle que soit la fonction publique. Sur les épreuves d'admission, on a un entretien avec un jury qui dure 25 minutes, permet aux candidats de se présenter et de répondre à des questions sur les collectivités territoriales de manière générale. Et puis une épreuve orale de langue vivante de 15 minutes, en sachant que pour cette année, qui est une année particulière, une année de Covid, le concours d'attaché territorial qui a d'habitude lieu en automne les années paires aura lieu là en juin cette année si les conditions nous le permettent et avec des épreuves allégées du fait de la crise Covid. Si vous voulez des informations sur les concours organisés par les centres de gestion, vous avez deux sites. Le premier, c'est le site de la FNCDG, fncdg.com, où vous allez trouver dans la rubrique concours le calendrier national, puisque les épreuves écrites se déroulent partout, quel que soit le CDG organisateur, le même jour. Donc ce calendrier pluriannuel, il est voté jusqu'en 2024. Donc vous allez avoir les périodes d'inscription, qui sont en général d'un mois, donc il faut faire très attention à respecter ces périodes d'inscription, et vous allez avoir la date des premières épreuves écrites. Vous allez également trouver sur notre site différents documents d'information sur la fonction publique territoriale, et notamment un magazine qui s'appelle « Travailler dans la fonction publique territoriale ». Et puis vous allez avoir à partir du mois prochain une plateforme unique d'inscription qui va être mise en ligne. Pourquoi? Parce que je vous disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'absentéisme au concours, donc au travers de cette plateforme d'inscription, vous allez avoir un seul endroit où vous allez pouvoir sélectionner le concours qui vous intéresse, à partir notamment de votre niveau de diplôme, de la filière qui vous intéresse. Vous allez avoir l'ensemble des concours proposés par les centres de gestion avec des statistiques sur le nombre de postes ouverts, sur le nombre de sessions organisées, avec aussi un système de questions-réponses, des documents en téléchargement. Et puis, quelques vidéos aussi sur la présentation de la fonction publique territoriale, des chiffres. Cette plateforme, elle sera accessible, je vous disais, à compter du mois de mai, à l'adresse suivante, donc www.concours-territorial.fr. Cette plateforme, elle a aussi un autre avantage, c'est qu'elle mettra un lien vers ce qu'on appelle les offres d'emploi de la fonction publique territoriale, puisque l'ensemble des collectivités doivent adresser leurs offres d'emploi au centre de gestion et donc vous pourrez également pianoter sur ce même site vers emploi-territorial.fr qui regroupe à peu près 12 000 offres d'emploi des collectivités territoriales. Parce que comme je vous l'indiquais, si le principe de recrutement par concours est primordial dans la fonction publique, il y a d'autres possibilités à l'emploi public qui sont offertes, notamment par le statut de la fonction publique. Nous avons par exemple le recrutement direct. Le recrutement direct, il est ouvert pour 6 grades de la fonction publique de catégorie C, notamment adjoint administratif, adjoint du patrimoine, adjoint technique, adjoint d'animation. Pour ces grades-là, vous allez pouvoir candidater sans avoir passé préalablement un concours. Vous serez, si la collectivité décide de vous recruter, notamment mis en stage pendant 1 an. Et à l'issue de cette période d'1 an, vous allez pouvoir être, le cas échéant, titularisé. Alors, il y a d'autres possibilités de recrutement qui existent. Ainsi, on a près de 20% des postes, entre 20 et 25% des postes, qui sont occupés par des agents sous contrat. Donc là, c'est très strictement encadré par les textes, en sachant que dans la fonction publique territoriale, le recrutement de principe, c'est un recrutement, pour les contractuels en tout cas, sous la forme d'un CDD, à titre temporaire. Vous ne pouvez pas être recruté en primo-recrutement en CDI
à une exception près, par exemple, si vous êtes en CDI dans une structure qui est transférée à une structure publique. Mais il faut garder dans la tête le principe du CDD qui peut aller jusqu'à 3 ans. À l'issue des 3 ans, il peut être renouvelé jusqu'à une période de 6 ans. Et si au bout de 6 ans, la collectivité décide de vous garder, vous passerez alors en CDI. Alors, le contrat de droit public, il peut être établi pour un besoin ponctuel. On peut être amené à remplacer un agent qui part en congé maternité ou qui est malade. Ou par exemple, quand on n'arrive pas à recruter un fonctionnaire. Et puis, on peut aussi recruter un contrat de droit public pour une personne qui est en situation de handicap. Et à cette possibilité offerte de recruter la personne pendant 1 an sous contrat et à l'issue d'1 an, comme dans le cas du recrutement direct, de la titulariser le cas échéant et elle devient fonctionnaire au bout d'1 an. Pour les contrats sur emploi non permanent, on va avoir également ce qu'on appelle l'accroissement temporaire d'activité si on a un surcroît de travail ou un accroissement saisonnier d'activité, notamment le cas dans certaines régions. Il y a également des cas de recrutement contractuel sur emploi permanent, je vais en citer quelques-uns, et notamment pour les agents à temps non complet, puisque dans la fonction publique territoriale, on peut être amené à travailler pour une durée inférieure à 35 heures, parce que les collectivités n'ont pas forcément des emplois à temps complet à proposer. Je pense notamment au temps scolaire, au temps de pause méridienne. Et puis, ça va être lié aussi, là on va partir sur des contrats de 3 ans, sur toutes les catégories A, B ou C, lorsqu'il y a des besoins du service ou des natures de fonctions qui le justifient et quand on n'a pas pu recruter un fonctionnaire. On va également pouvoir recruter ce qu'on appelle un contrat de projet. Contrat de projet, c'est un contrat non pérenne, c'est pour vraiment un objet précis, une opération, un projet. Et donc, ça va être un CDD d'1 an à 6 ans pour le temps de la réalisation de ce projet. Il y a une échéance précise et au bout de ces 6 ans maximum, la personne, elle ne pourra pas rester dans la collectivité de manière pérenne. Enfin, le contrat sera vraiment terminé avec la fin de l'opération. Il va y avoir également d'autres cas de recrutement en CDD. Sous certaines conditions, les collectivités vont pouvoir recruter un emploi de cabinet. Donc il y a des seuils à respecter et également l'interdiction de recruter quelqu'un de sa famille proche. Et puis des emplois de direction, sachant que pour le recrutement contractuel sur emploi de direction, c'est pour les collectivités qui emploient plus de 40 000 habitants. 2 autres possibilités qui risquent de vous intéresser, ce qu'on appelle le contrat PRAB, période de préparation au concours, pour les personnes qui préparent un concours de catégorie A ou catégorie B et qui peuvent être recrutées par contrat dans les collectivités, qui leur permettra d'avoir déjà un pied en collectivité tout en leur permettant de préparer le concours. Et puis l'apprentissage qui s'ouvre de plus en plus dans la fonction publique territoriale avec des dispositifs incitatifs là, du gouvernement et en sachant que l'apprentissage s'ouvre quel que soit votre niveau de diplôme et de plus en plus de collectivités qui vont recruter des apprentis de niveau master. Alors, on a vu les modes d'entrée dans la fonction publique. Maintenant, comment on trouve concrètement un emploi? Déjà, vous allez définir votre projet professionnel, réaliser votre lettre de motivation, produire un CV, et vous avez des sites qui vont être ouverts, donc notamment, je vous l'indiquais tout à l'heure, le site emploi-territorial.fr. Si vous cherchez un emploi, plutôt, vous n'êtes pas encore figé sur une fonction publique en particulier, vous avez le site Place de l'emploi public sur le portail du ministère de la fonction publique qui recense l'ensemble des offres d'emploi et de stage donc ouverts dans les 3 fonctions publiques. Vous avez aussi des sites spécialisés comme la Gazette des communes. Donc vous allez pouvoir postuler à ces différentes offres et vous allez être recruté dans le cadre d'une procédure qui a été renforcée par un décret du mois de décembre 2019, qui est une procédure très classique de réception des candidatures, de publication des offres sur la bourse de l'emploi des centres de gestion, la place de l'emploi public. Vous allez également avoir des entretiens. Dans ce décret, vous avez des jurys composés, enfin une composition de jury prévue, et puis également voilà, la nécessité de faire des comptes rendus d'entretien. Donc vous allez être recruté. Si vous êtes recruté parce que vous avez été lauréat de concours, vous allez avoir une carrière qui va commencer.
La carrière elle va commencer avec la nomination, donc vous allez être nominé, vous allez entrer en stage, période probatoire de maximum, enfin de 1 an, pardon. Et à l'issue de cette période de 1 an, soit la collectivité estime que vous n'avez pas encore fait vos preuves en termes de compétences à exercer le poste, et là vous allez pouvoir être renouvelé, votre stage va être renouvelé, ou vous allez être, il va être mis fin à votre stage, ou vous allez être titularisé. Donc, si vous êtes titularisé, vous allez commencer votre parcours dans la fonction publique avec une formation dite d'intégration qui va durer 5 à 10 jours pour vous familiariser avec le monde des collectivités territoriales. Après, tout au long de votre carrière, vous allez pouvoir avoir une évolution, que ce soit au moyen des concours internes, au moyen des avancements de grade, des avancements d'échelon, des promotions internes. Voilà, vous allez pouvoir passer et des concours et des examens qui vont vous permettre de progresser dans votre carrière. Vous allez également pouvoir évoluer soit au sein de votre collectivité via la mutation interne sur un autre poste, dans un autre service, ou la mutation dans une autre collectivité, sachant que votre employeur ne pourra pas s'opposer à votre mutation et pourra juste vous imposer un préavis. Vous êtes libre dans la fonction publique territoriale de choisir et de faire évoluer votre carrière. Vous allez également pouvoir aller vers un détachement dans la fonction publique de l'État, la fonction publique hospitalière, voire une organisation internationale. Vous voyez, il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous. Et je voudrais terminer cette présentation pour revenir avec quelques idées reçues sur le public et le privé, cette différence qui existe entre les deux. Je vais vous dire qu'en termes de rémunération pour les cadres, les salaires sont globalement identiques entre le secteur public et le secteur privé, en début de carrière en tout cas. En matière de recrutement, je vous l'ai dit, des entretiens, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, une procédure à respecter. La formation, les droits à formation qui sont équivalents dans les deux secteurs. Vous avez dans le secteur public le CPF, le compte personnel de formation, comme dans le secteur privé, qui vous permet d'évoluer à titre individuel. Vous avez également des formations de préparation au concours, des formations de professionnalisation. Donc, vous avez quand même pas mal de dispositifs faits pour évoluer. L'évaluation professionnelle, donc comme dans le secteur privé, un entretien professionnel annuel, et puis un dispositif de régime indemnitaire, donc le système des primes, qui est depuis quelques années, depuis 2016, calé sur les fonctions exercées par l'agent et également ses résultats professionnels. Et puis, dernier élément qu'il est important de noter, c'est que les conditions de travail aujourd'hui tendent à se rapprocher entre les deux secteurs, et notamment en matière de santé et sécurité au travail, puisque les maires et les présidents sont soumis aux mêmes obligations que leurs homologues chefs d'entreprise. Dans ce domaine, ils doivent garantir la santé et la sécurité de leurs agents. Voilà ce que je pouvais vous dire dans ce temps qui est très court, et vous trouverez l'ensemble de déjà le replay de cette vidéo sur notre site internet fncdg.com, avec également le PowerPoint qui avait été préparé et le magazine qui s'appelle Travailler dans la fonction publique territoriale. Merci de votre attention. Au revoir.